Bonjour, merci aux organisateurs de cette invitation. Je vais présenter quelques-uns des travaux que nous menons au sein de notre équipe et aussi quelques-uns des travaux qui sont présentés par d'autres groupes de recherche dans le monde autour de la question de l'utilisation de la réalité virtuelle en sciences cognitives et en neurosciences cognitives. Personnellement, dans mon domaine de recherche, je m'intéresse essentiellement à essayer de comprendre comment on perçoit l'espace. C'est-à-dire qu'on voit comment notre cerveau arrive à décoder la taille, la distance d'un objet, la présence déjà d'un objet. Et je m'intéresse en particulier à l'espace qui est proche du corps du sujet. Et je m'intéresse également à comment notre cerveau arrive, une fois qu'il a détecté la présence de cet objet, de faire un programme moteur pour aller les saisir et les récupérer. Ce qu'on appelle l'espace autour de nous, c'est l'espace péripersonnel. C'est un de mes centres d'intérêt de recherche. Alors, en quoi, dans ce domaine et dans d'autres domaines, il est intéressant d'avoir recours à la réalité virtuelle pour sonder les fonctions cognitives, mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau. Ça, c'est la question essentiellement qu'on va commencer à aborder aujourd'hui. Et pour essayer de vous donner cette illustration de l'importance que ça peut avoir la réalité virtuelle avec d'autres technologies de pointe nouvelles qui peuvent elles-mêmes aussi contribuer à notre quête, je vais vous donner un exemple de ce qui s'est fait et de ce qui se fait toujours dans les laboratoires lorsque on veut effectuer une recherche, par exemple, dans le domaine de la perception visuelle. Alors, typiquement, dans les conditions de laboratoire, on accueille des participants, on les met dans des petites salles isolées, de façon à ce qu'ils ne soient pas dérangés, et on leur présente un écran d'ordinateur. Alors ça, c'est vieux écran d'ordinateur, fait exprès pour dire que c'était quelque part une vieille approche. Dans l'approche expérimentale, on a besoin de contrôler tout ce qui se passe. Donc, on ne veut pas de bruit dans la salle pour les participants. On veut qu'il se concentre sur l'écran qu'il y a devant lui. Et pour ce faire, on veut aussi contrôler la position de ses yeux. Donc, on lui fournit une croix, ce qu'on appelle une croix de fixation, qui est placée au milieu de l'écran. Et on le prévient que sur l'écran, il y a aussi deux petits carrés. Et dans les deux petits carrés, il peut y avoir un stimulus, un objet visuel qui va apparaître. Et on demande par exemple aux participants de répondre le plus vite et précisément possible lorsqu'ils voient quelque chose apparaître dans l'un de ces deux carrés. Alors typiquement, on peut avoir une présentation de un petit carré que moi je vais laisser longtemps exprès pour que vous puissiez le voir. Mais ce qui se passe, c'est qu'il peut se présenter de façon très rapide et typiquement pendant une fraction de seconde. Et on essaye de cette façon d'étudier les capacités du système visuel et du système des prises de décision du fait qu'un stimulus a été présenté. On demande donc au sujet d'être rapide. Et ça, c'est une tâche qui est purement perceptive. La réponse peut être vocale ou alors on peut tout simplement demander au sujet d'appuyer sur une touche d'un clavier d'ordinateur pour prendre ce qu'on appelle son temps de réaction. Les plus rapidement répondra le sujet, les plus son système aurait été sensible à détecter la présence de cet objet. Ça, c'est un exemple, mais qui est la base de vraiment une pléthore d'études en perception visuelle. On se retrouve dans une situation, comme vous le voyez, qui est extrêmement simplifiée. On étudie la perception visuelle, comment le cerveau perçoit le monde autour de nous, et puis on présente un petit carré pendant quelques fractions de milliers de secondes dans un écran d'ordinateur sur une surface 2D. Ensuite, la réponse, elle est aussi relativement restreinte et banalisée, simplifiée. Parfois, on demande de l'appui, comme je disais. Parfois, on peut demander de pointer, de faire un mouvement. Au lieu d'être de saisie, c'est peut-être tout simplement de pointer avec la main du participant vers la cible. Et là aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend le temps de réaction, c'est-à-dire le lever de la main et les temps de mouvement, l'arrivée sur l'écran.
Et ça nous donne des indices qui sont des indices comportementaux que nous pouvons apprécier pour essayer de comprendre quels sont les processus cognitifs qui sont derrière la perception visuelle. Mais toutes ces conditions-là sont évidemment très simplifiées parce qu'on doit contrôler la durée d'exposition du stimulus visuel, parce qu'on doit contrôler le fait que les sujets portent toute son attention à la tâche et qu'on veut limiter également au maximum les interférences, soit sonores de l'extérieur, soit visuelles ailleurs, soit des présences des personnes autrui, et même ces réponses manuelles sont réduites à quelque chose de très basique. Alors, avec une approche qui est si basique que cela, les sciences cognitives et les neurosciences cognitives ont pu faire des avancées remarquables en termes de compréhension de comment fonctionne notre cerveau pour nous permettre ces perceptions, ces prises de décision et ces actions simples. Typiquement, on peut en fait mettre ensemble, étudier en même temps l'activité qui est le comportement du sujet dans une tâche aussi simple que celle-ci, mais jointe à des outils, des techniques, par exemple des neuroimageries. On peut essayer d'utiliser les EEG, l'électroencéphalographie ou la résonance magnétique fonctionnelle pour essayer de visualiser la dynamique ou l'activité du cerveau en vivo pendant que donc, le participant est en train d'effectuer cette tâche. On peut même, avec d'autres approches, utiliser la stimulation cérébrale plutôt pour essayer de moduler l'activité pendant que le sujet effectue cette tâche, pour faire en sorte d'interférer avec les processus qui sont à la base de la solution de certains problèmes. Or, grâce à ces approches, on a pu obtenir au niveau des connaissances de zones cérébrales qui s'occupent de certaines fonctions et des mécanismes qui sont derrière la résolution de certains problèmes perceptifs qui sont justement très, très avancés. Donc ça, c'est une très bonne chose. L'effet est que quand on se retrouve dans la vie de tous les jours, on est souvent dans des conditions qui sont très, très éloignées de la pureté, de la banalisation, de la simplification absolue que nous avons la possibilité de reproduire en laboratoire. En laboratoire, il y a des raisons qui viennent vraiment de la rigueur expérimentale qui est nécessaire d'avoir donc le contrôle sur tous les éléments, et on fait donc l'impasse de la complexité de la vie. Là, c'est un rayon de supermarché, comme vous le voyez. Le simple fait de faire la même action, identifier un objet visuel et le choisir avec un mouvement, devient une tâche qui est enrichie et interférée par maintes choses. Là, on n'a pas les sons, mais on peut bien imaginer que c'est un endroit qui est très bruyant, et on peut voir la richesse d'informations autour de laquelle le sujet est plongé et dans laquelle il doit faire ses actions. Donc l'idée, c'est que si on fait une comparaison entre ce qui nous est permis grâce à une approche hyper basique, telle qu'elle a été utilisée jusqu'aujourd'hui, et une approche plus écologique, on a peut-être beaucoup à gagner en termes de connaissances, parce qu'on ne va probablement pas étudier les processus cérébraux dans leur déroulement identique, c'est-à-dire les processus même perceptifs les plus simples, la prise de décision la plus simple et l'action la plus simple, dans des conditions aussi simplifiées, excessivement simplifiées qu'on a en laboratoire, en tout cas dans beaucoup de laboratoires classiques, ne rendront pas justice de la complexité de la vie de tous les jours. C'est pour ça que la réalité virtuelle peut permettre de réintroduire un petit peu de complexité, tenir compte de la richesse des informations visuelles, auditives, du comportement du sujet dans son intégralité, les mouvements des yeux, les mouvements de la tête et les mouvements du corps entier, puisqu'il y a des outils maintenant qui nous permettent de faire ça. Je vais vous donner donc quelques exemples par la suite. Du fait, par exemple, que la première chose à laquelle on peut penser, qui est relativement encore basique, c'est que grâce au port, par exemple, des dispositifs montés sur la tête qui nous donnent la réalité virtuelle est quelque chose qu'on perçoit en 3D lorsqu'elle est immersive. Et de ce fait, on peut percevoir la distance, comme on le fait dans la vie de tous les jours normalement.
Donc on peut reproduire en conditions de laboratoire, avec la rigueur expérimentale qui est nécessaire pour mener des expériences scientifiques pour la perception par exemple, des conditions qui nous permettent de répondre à des questions. Alors, une question qui semblerait tout à fait banale et qui vient avec cette capacité de la réalité virtuelle de nous rendre la stéréoscopie, c'est-à-dire la vision de la profondeur, c'est le fait que typiquement, on sait qu'on voit mieux les choses qui sont près de nous, et c'est normal, quand quelque chose est près, elle est plus grande. Donc, du fait de devenir plus grande, on la voit mieux. Et en fait, on s'est posé la question avec des collègues, Fadila Ajbouzian et Elvio Bligne, en collaboration avec la plateforme Neuroimmersion et son staff, Clément Desorges et Roméo Salem, si c'était bien vrai, est-ce que c'est bien vrai qu'on voit mieux et qu'on discerne mieux les formes des objets, par exemple, quand ils sont près de nous, tout simplement du fait qu'étant près, ils sont aussi plus grands. Alors pour ce faire, on a utilisé un dispositif de réalité virtuelle assez simple, commercialisé. Dans ce cas, c'était l'Oculus Rift, dans lequel on peut plonger avec une immersivité assez complète, puisque le sujet est totalement coupé du monde extérieur, le sujet dans une vision d'un monde virtuel, en scénario numérique. Et on peut présenter des formes, par exemple un cube ou une sphère, et on peut les présenter à différentes distances. Et c'est ce qu'on a fait dans une tâche dans laquelle on a demandé au sujet de regarder dans ce couloir, donc, qui donne beaucoup de perspectives en 3D. Vous avez ici, sur cette partie, la vision frontale du sujet, et ici, dans cette autre partie, le point de vue du sujet, là où il y a cette caméra. Et vous verrez dans cette vidéo apparaître les objets, soit ici, donc près, soit plus lointain. La tâche du sujet n'est pas de juger de la distance des objets. La tâche du sujet, c'est de décider le plus vite et précisément possible s'il a vu une sphère ou s'il a vu un cube. Je vais démarrer la vidéo en espérant que vous puissiez apprécier la présentation. Donc là, on voit juste des objets qui apparaissent, la quantification puis un cube. Il était là. Là, maintenant, le cube, il est lointain. Il va y avoir une sphère verte ici, et ensuite une sphère rouge ici, et ensuite une sphère rouge là au lointain. Vous aurez peut-être remarqué aussi une autre chose. Je fais tourner la vidéo à nouveau. Lorsque les objets qui sont présentés ici près du sujet, qui a donc ce point de vue, sont présentés près, ils sont petits. Lorsqu'ils sont présentés lointains, ils sont plus grands. Petit, petite sphère, grosse sphère. Alors pourquoi ? En fait, ce qui se passe dans une situation telle que je viens de vous la présenter, c'est que typiquement, on a donc un objet, quand il est prêt, on a dit, il est plus grand. Nous, notre question, c'est de savoir, est-ce qu'on sera plus rapide à discriminer et à faire la différence entre cube et sphère du fait qu'il est près de notre corps ou du fait qu'il est grand? Donc, ce qu'on veut faire, c'est de faire l'inverse, c'est de rendre les objets qui sont lointains plus grands. Et donc de faire le contraire, ça s'appelle correction rétinienne. En fait, l'image de loin ou de près qui est projetée sur la rétine, elle va avoir la même taille. Mais quand on voit quelque chose de la même taille au lointain, il va apparaître beaucoup plus grand par rapport à quand il est près. Donc, quelque part, on inverse les règles naturelles de la vision. Et en faisant ainsi, vous verrez ici dans cette animation, un aperçu de ce qui se passe, donc la présentation des objets, soit ici, soit là, par rapport au point de fixation. Ça, c'est les points de vue du sujet. Et ici, il va y avoir deux colonnes qui vont se lever, qui vont représenter les temps de réaction, les temps que ça prend à ces sujets de répondre. Et comme vous pourrez le voir, les temps de réaction lorsque l'objet était petit mais près est plus petit, donc les sujets sont plus rapides à répondre, si c'est un cube ou un sphère, par rapport à lorsque le même objet sont présentés au lointain. Donc la réponse à la question est-ce que la distance compte lorsqu'on doit discriminer et faire une discrimination perceptive qui est relativement basique. Là, on parle de
distinguer un cube d'une sphère, quelque chose qui est quelque part très simple et fondamental, eh bien, on a quand même une différence assez importante entre les objets qui sont présentés de près et de loin, en dépit du fait que les objets présentés lointains soient bien plus grands, donc bien plus saillants. Je vais passer à donc une variante de cela. Ça, c'est la chose que nous avons présentée et que je viens de vous décrire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on revient à des conditions un peu plus naturelles? C'est-à-dire qu'on ne va pas corriger à l'envers la nature et la façon de voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'objet de la même taille, ce qui fait que quand il sera plus lointain, il sera vu comme plus petit. Et on va faire exactement la même tâche. Mais dans ces cas-là, pardon, je n'ai pas la diapo du résultat. Si, elle est là, elle s'est inversée. Dans ces cas-là, c'est le même avantage qu'on avait pour la discrimination de l'objet qui est près par rapport au lointain. La différence est devenue beaucoup plus importante. Donc, nous avons un avantage à traiter les objets visuels qui sont près de nous de toute façon, même lorsqu'on corrige par la taille rétinienne, et donc on inverse les règles. Et quand on se retrouve en conditions naturelles, cet avantage, évidemment, est encore beaucoup plus grand. Donc, on a effectivement une réponse à notre question. C'est qu'effectivement, on voit mieux les choses de près, mais pas parce qu'elles sont plus grandes, mais bien parce qu'elles sont près de nous. L'espace autour de nous bénéficie d'un traitement visuel qui est tout à fait particulier et qui est donc les traitements visuels qu'on appelle se produire dans l'espace péripersonnel. Donc ça, c'est un premier exemple sur des choses qui sont relativement simples. C'est encore de la perception, c'est encore des concepts qui sont assez simples. On peut imaginer de changer dans la même tâche les stimuli. Nous, êtres humains, on est des êtres qui sont nous sommes éminemment des êtres sociaux. On peut avoir à discriminer, à devoir détecter dans notre environnement des objets qui sont beaucoup plus difficiles à distinguer les uns des autres, comme les visages. Et cela vient avec en plus l'information concernant l'émotion de visage qui peut traduire et nous donner des indications sur les intentions des autres. Et là, on a fait une tâche similaire, ça c'est toujours en collaboration au laboratoire, c'est la thèse qui a été effectuée par Audrey Dureux. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a montré les mêmes principes avec les objets près et lointains, mais cette fois-ci, les objets sont des visages. La tâche, ça n'a pas marché, la tâche des sujets consiste cette fois-ci à décider si les visages qui sont présentés sont des visages d'hommes ou de femmes. L'émotion qu'elle y est contenue, elle n'a aucune importance pour la tâche. À nouveau, elles sont présentées loin ou près. Et à nouveau, ce qu'on retrouve dans les résultats, c'est qu'effectivement, nous sommes meilleurs à distinguer un visage d'homme ou de femme en fonction de la distance, mais en plus, l'émotion, elle est tenue en compte, et davantage lorsque l'émotion, elle est présentée à nouveau près de notre corps. Donc, on peut aller vraiment d'une perception qui bénéficie de l'espace péripersonnel pour des choses très élémentaires comme les formes géométriques, mais aussi discerner les émotions et potentiellement les intentions autrui. Je vais, dans cette deuxième partie, changer assez de l'axe de la présentation vers quelque chose qui est différent. Ce n'est pas la perception, c'est la relation avec les autres, la relation avec nous-mêmes. On a ici des travaux qui viennent d'une équipe qui travaille à Barcelone, dont l'investigateur principal est Mel Slater, qui a énormément contribué à ces travaux. Et là, c'est une expérience dont je vais essayer de vous donner des indications en commentant cette vidéo qui est prise par la publication, donc les recherches qui ont été faites par cette équipe. Là, il s'agit de mettre des sujets, des volontaires, devant un ordinateur. On montre des mots, là pour l'occasion c'est en espagnol, donc on montre des mots et on enregistre la prononciation de ces mots de la part des sujets. Après, on équipe assez lourdement avec un visiocasque, un petit vibreur, les sujets et une suite qui permet de reconstruire les mouvements de son corps entier. Et on va les immerger dans un scénario dans lequel les participants hommes vont s'habiller en homme, les participants femmes vont s'habiller en femmes, et ils vont être immergés dans cette pièce.
Et l'intéressant, c'est de voir que, comme vous pouvez le constater, les mouvements du sujet vont se répercuter de façon synchrone avec les mouvements de l'avatar que le sujet anime. Il est capable de voir cet avatar, le sujet, de voir son corps d'avatar, puisqu'il est devant un miroir. Dans la condition qui est la condition cruciale pour l'expérience, il y a des mouvements qui sont synchrones. Donc vous voyez, là, c'est les sujets dans un petit carré avec tout son équipement, qui bouge les mains, qui voit soi-même devant un miroir et qui voit reproduire des gestes par l'avatar. Donc en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que la personne va commencer à vivre ce corps comme si c'était le sien. Il va avoir un sentiment d'agentivité, de contrôle envers l'avatar qui est en train d'animer. Dans la condition qui est dite de contrôle pour les aspects scientifiques, elle est asynchrone. Elle décrit donc de voir une femme devant elle, une femme qui bouge la main, notre sujet ne bouge pas. Donc il y a une décorrélation entre le comportement du participant et le comportement de l'avatar. Dans ce cas-là, ces phénomènes d'agentivité, des sensations de causer les mouvements de l'avatar n'est pas produit. Ce qui se passe par la suite, une fois que dans la condition synchrone, on a induit dans le sujet l'idée qu'il est en train de vivre et animer l'avatar, donc un corps différent, ce qui se passe, c'est que l'avatar commence à parler. Ce n'est pas les sujets, ce n'est pas les participants qui parlent, c'est l'avatar qui parle. Et quand il parle, il transmet une vibration au cou du sujet. De façon coïncidente et synchrone, donc elle nomme des mots et les sujets ne parlent pas, mais elle reçoit ces stimulations. Dans la condition asynchrone, cela ne se produit pas avec les mouvements. Ensuite, ce qui est fait, on demande au sujet, après cette expérience qui dure environ 5 minutes, de nommer à nouveau les mêmes mots qu'ils avaient lus auparavant. Je dois vous donner, j'arrête la vidéo parce que je dois vous donner une information supplémentaire. Lorsque l'avatar parle, qui manifeste et qui montre donc ces mots, ça doit être à peu près par là, les expérimentateurs trichent. Donc, c'est-à-dire quand c'est l'avatar qui parle, il donne à l'avatar une voix qui a une fréquence un peu plus haute de celle du participant. Donc, les participants à animer et habiter un avatar qui parle avec une fréquence plus élevée de sa propre voix, de sa signature et son identité vocale. Ce qui va se passer donc par la suite quand on lui demande de lire les mots après cette expérience, on va enregistrer la voix, la signature vocale du participant, on va la comparer à l'enregistrement qu'on avait fait avant la manip. Et ce dont s'est aperçue cette équipe, c'est que si on a corrigé la voix de l'avatar avec une fréquence plus haute, la personne, suite à cette expérience, 5 minutes d'exposition, elle va parler avec une voix à la fréquence plus élevée. Donc là, on se retrouve dans une situation dans laquelle ce n'est pas de la perception basique qui change, c'est un effet qui peut être interprété comme une variation de sa propre signature vocale. Et pourtant, notre voix, c'est un aspect identitaire extrêmement fort. On reconnaît la voix autrui, on reconnaît la nôtre même lorsqu'elle est enregistrée et qu'on est horrifié quand on l'écoute puisqu'elle ne nous ressemble pas. Mais là, on a vraiment l'impression que, de par le fait d'animer un avatar, tout simplement, on peut changer un comportement qui semblerait un comportement profond de l'identité du sujet. Pour aller un petit peu dans ces mêmes directions, toujours cette équipe espagnole a montré qu'on peut s'attaquer à des sujets qui sont importants au niveau de la sociétale. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le constat que chacun de nous, enfin, ce n'est pas eux qui ont fait ce constat, mais ils sont basés sur le constat que chacun de nous a des biais raciaux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les biais raciaux implicites? C'est-à-dire qu'au-delà de notre culture, de notre conviction politique, de notre conviction morale, si on fait un test d'association noir et blanc, les choses noires vont avec les choses noires et les choses blanches vont avec les choses blanches, et on modifie dans ce test les choses blanches ou noires qu'on propose, on peut extraire, grâce au temps de réaction, un score
qui va calculer les taux raciales implicites de chacun d'entre nous. Et la chose, et chacun l'a. C'est une littérature qui est très vaste à ce niveau, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais d'une mesure plus ou moins importante, chacun de nous l'a. La chose encore plus importante, par contre, c'est que lorsque on se comporte dans la vie de tous les jours, on fait des choix, et notre comportement n'est pas tellement guidé par nos convictions explicites, c'est-à-dire par ce en quoi on croit, par là où on vote, par les convictions morales qui nous guident à l'égalitarisme ou pas, mais se sont guidés par nos biais raciaux implicites. Et donc, se sont posé la question, est-ce qu'on peut changer ça? On peut changer la voix. Pourquoi on ne peut pas changer les ressentis implicites de quelqu'un envers les Noirs, donc les personnes à la peau afro-américaine, noire de peau? Ils ont illustré ce propos avec des expériences et nous y sommes intéressés également. Alors, comment, avec la réalité virtuelle, pouvoir faire cela? Je vous donne une petite vidéo pour montrer comment nous avons résolu ces problèmes. Donc ici, ce sont deux membres du staff de la plateforme qui vont s'asseoir à une table et s'équiper de certains outils. Donc là, typiquement, ce qu'on voit, ce sont des gants. Ces gants vont être portés comme des gants très simples sur les mains. Ils contiennent des centrales inertielles et des gyroscopes, donc ils peuvent être traqués. Ils peuvent reproduire ensuite dans l'environnement virtuel les mouvements des mains. Ensuite, ils vont s'habiller aussi d'un casque, d'un visiocasque qui va leur permettre de rentrer dans un scénario virtuel. Et là, vous avez les scénarios virtuels vus par ce sujet-là, je change des places, non, qu'on voit regarder autour de soi et se retrouver dans une situation dans laquelle il est en fait habillé dans un corps de femme noire. Donc là, c'est un grand changement et c'est un changement qui est virtuel, bien sûr. La personne est totalement consciente de cela. Il est en plus dans un environnement où il y a d'autres membres de la même ethnie et il commence un jeu qui consiste à prendre des briques en appuyant sur un bouton et construire une pyramide. Ce que l'équipe espagnole a montré, c'est que dans ces conditions d'interaction minimaliste, à nouveau, il suffit de 5 minutes pour cela. Quand on fait les calculs de biais ratio avant et après avoir interagi en ayant nous-mêmes la peau noire, on a une réduction de ces biais ratios. Alors, il ne faut pas imaginer le miracle. On ne va pas résoudre les problèmes sociétaux grâce à une réduction qui est quand même relativement petite des biais ratios. Mais les études montrent davantage que cette réduction persiste. Pour petite qu'elle soit, elle est significative en termes statistiques pour les personnes intéressées à l'aspect scientifique. Et elle peut amener à une réduction qui, pour une exposition unique de 5 minutes, va perdurer minimum une semaine, 10 jours. Or, on peut imaginer qu'on pourrait en faire, par exemple, un jeu d'arcade. En fait, ça, c'est notre projet, c'est ce qu'on a fait. Vouloir en faire un jeu d'arcade qui soit proposé gratuitement dans les salles arcade où il y a la réalité virtuelle pour faire en sorte que plusieurs personnes puissent connaître par les biais de la réalité virtuelle le vécu d'être différent, et la différence de l'autre au travers sa propre expérience. Alors après, on peut aller plus loin dans ces étapes. Est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'en plus d'imaginer de faire une interaction simple qui est déjà à l'air positive pour réduire les biais ratios, est-ce qu'on peut rajouter des éléments qui, à nouveau dans la littérature scientifique, sont connus pour augmenter les sens de cohésion, de participation et donc amener des aspects d'interaction positive au niveau de la cognition sociale? Alors, une de celles-là, c'est la coopération. Donc, ce que nous avons fait, c'est une autre recherche qui a été menée par un postdoctorant de l'équipe, c'est Ivan Patané. Et dans ce cas, ce qu'il a fait, Ivan, c'était d'exposer d'abord, après avoir enregistré les biais ratios implicites de un certain nombre de sujets, à une phase de familiarisation que je vais vous montrer par le biais de la vidéo également.
Donc, c'est très similaire à ce que vous avez vu. Les contextes est donc de s'habiller dans un avatar à la peau noire. Ivan Patané, à l'occasion, c'est un blanc caucasien. Il est seul dans la pièce. C'est une forme de familiarisation pour bien voir que tout est synchrone. Quand on bouge sa main, on voit l'avatar qui bouge sa main. Pour faire induire ce phénomène de présence, de participation, d'immersivité, d'agentivité envers ce corps nouveau duquel les participants se trouvent être habillés. Ensuite, il y a deux conditions. Une condition qu'on a appelée neutre, que je vais vous présenter. Donc là, on n'est plus seul, les participants sont toujours dans le même avatar. Devant lui ou elle, il y a un autre avatar également de la même ethnie. Et sous la table, il y a un colisée qui est construit à moitié. La tâche du sujet, pardon, je vais activer la vidéo, c'est de prendre des morceaux 3D d'un puzzle qui viennent à se créer lorsqu'on appuie sur ces boutons et les mettre à la place indiquée par la partie verte. Donc là, on génère à chaque fois par la pression du bouton un morceau du puzzle 3D. Et dans une situation qui est une interaction minime, qui est plus de la présence, avec la possibilité de réfléchir le fait qu'on est dans cette salle et qu'on s'habille d'un avatar noir en regardant le miroir qui est sous notre gauche, on a cette interaction minimaliste et on retrouve que les biais raciales se réduisent. Or, la question intéressante pour nous, c'était est-ce que si on rajoute une situation de coopération, ça se réduit davantage? Ce qu'on a fait pour cela, c'est qu'on a fait construire les puzzles 3D dans son intégralité et on a créé une situation qui forçait les deux acteurs, donc les deux personnes qui sont impersonnées par les deux avatars, à interagir entre eux en s'entraidant. Vous allez voir comment on l'a réalisé. Ici, nous avons une situation dans laquelle chacun génère la pièce et la positionne. Mais il faut la passer à l'autre pour aller plus loin. Il y a des situations dans lesquelles on peut poser soi-même. Et il y a des situations dans lesquelles le puzzle ne peut pas aller à la bonne place puisque c'est trop loin. C'est indiqué par la couleur rouge. Dans ce cas-là, il faut le passer à l'autre qui les positionne correctement. Et donc, en fait, l'interaction, la coopération, si vous voulez, là, elle est vraiment aussi quelque part minimaliste. Il s'agit juste de se passer une pièce de puzzle pour les poser au bon endroit et arriver à compléter les puzzles 3D du Colisée. Alors, je laisse défiler la fin de la vidéo, mais essentiellement, le résultat que nous devons retenir, c'est que d'une part, oui, on retrouve l'amélioration, la réduction des biais ratios lorsqu'on joue à ces jeux seul, mais là, il est davantage réduit lorsque on fait cette étape aussi collaborative, donc dans l'espoir de pouvoir intégrer davantage des variables qui sont susceptibles de réduire de façon encore plus importante ces biais. Je vais donc compléter ma présentation par cette dernier épisode qui est tiré à nouveau par l'activité du groupe de Mansleta. Parce que je trouve que ça représente bien peut-être une des limites, peut-être on peut aller encore au-delà. Il s'agit là de faire vivre l'expérience d'être abusé, de subir une violence domestique à la personne qui est d'habitude l'agresseur. C'est un programme que Mansleta a mis en place à Barcelone avec les services carcéraires. Ce sont des volontaires qui sont donc en prison à cause du fait d'avoir perpétré des actes de violence domestique envers leurs conjoints et qui se sont prêtés à ces expériences pour essayer de voir si ça pouvait servir pour réduire ces tendances à ces agressions. Je vais à nouveau vous montrer cette vidéo. Les principes, vous l'avez compris, il s'agit toujours de se mettre dans une situation dans laquelle un sujet est immergé dans un scénario virtuel. Ils portent un visa-casque et ils vont être immergés dans un environnement. Là, peut-être que vous entendez, peut-être pas, mais ce n'est pas très important. On lui demande de faire une description de la pièce dans laquelle il se trouve. Et là, l'important, c'est de noter qu'il se voit comme une femme.
dans ce qu'il voit, c'est à nouveau le corps de lui-même en tant que femme au miroir dans cet appartement. Ensuite, pour rendre la chose encore plus réaliste, on leur demande de bouger certaines sphères qui sont positionnées devant eux. Ça fait partie de cette induction de la gentilité, du sens de position de ce corps. On devient cette personne et ce corps. Et ensuite, il y a le conjoint qui rentre et qui agresse de façon exponentielle en disant de se taire, en commençant à le rapprocher de « mais comment tu étais habillé, c'est vraiment n'importe quoi, comment tu veux que je te sorte ?» Ça reste dans certaines limites, mais ça devient quand même d'une violence verbale assez importante. Et puis la violence devient physique, indirecte. Il va à un moment, vous le verrez, dire « tu aimes beaucoup, tu es tout le temps sur ton téléphone, tu ne fais plus rien à la maison, c'est pas possible, tu sais qu'est-ce qui va devenir de ce téléphone ?» et voilà, il y a un acte de violence qui est très fort. Alors, je ne sais pas si on peut ensuite voir que ça s'approche à cette personne qui est... en lui disant ensuite qu'il fait tout ça pour elle, que c'est sa faute. Mais regardez les bras et les mains du sujet. Le sujet est vraiment inquiet. Il se regarde encore dans le miroir. On peut prendre... il y a des réactions physiologiques qui ont été enregistrées pour regarder les niveaux d'alerte, les réponses électrocutanées. Il y a un vécu émotionnel énorme. Et quand il est appliqué à ses agresseurs, les agresseurs admettent dans la plupart qui pour la première fois se rendent compte de ce qu'ils faisaient subir à leur conjoint. Et donc, si vous voulez, c'est une façon de faire vivre non seulement l'expérience de vivre le corps autrui, mais de faire vivre des émotions et des situations de comportement autrui que autrement peut-être ne serait pas aussi facile à saisir. Je vous remercie de votre attention et je donne la parole. Donc on va passer à un essai de petit dialogue entre Alessandro Farnet et moi-même qui suis philosophe. Donc vous voyez, ça donne une confrontation sur le premier sujet que vous avez abordé, qui concerne l'espace péripersonnel. C'est-à-dire péri, c'est ce qui est autour de soi. Donc cet espace où on se sent vraiment concerné au fond, alors que l'espace plus lointain, il est plus lointain, donc il nous concerne moins. Et rien que le fait qu'il soit proche, ça a un effet sur nous que ces études montrent et dont vous êtes un des spécialistes. Et en fait, en tant que philosophe, on a tendance, nous, à être dans l'hyper-vision rationnelle simple. Il y a soi, puis il y a le monde. Quand on complique un tout petit peu cette rationalisation simpliste, on dit oui, mais il y a l'esprit, le corps et le monde. Et puis on voit que le corps, là, il est en situation intermédiaire. Et c'est là qu'on se dit, mais avec cette histoire d'espace péripersonnel, ou encore vous avez contribué à plusieurs recherches sur l'intégration des outils au corps, on se dit, mais c'est beaucoup moins clair que cette distinction soit monde, et que c'est beaucoup plus fluide avec une espèce de continuité entre soi et le monde. Alors, pour avoir travaillé sur la question de l'intégration des prothèses, on voit que ça rentre très loin dans l'intimité de soi, au fond. Puis avec d'autres outils, c'est un peu plus lointain. Mais quand même, avec vos expériences certaines, comme faire agir une main qui est très brute, the toolish hand illusion, donc l'illusion de la main en forme d'outil brut, ça marche quand même, parce qu'il y a le geste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces aspects, finalement, on est dans une intégration très graduée avec tout cet environnement, et plus c'est proche, plus c'est intégré, plus c'est du soi, au fond. Merci. C'est une question pour moi très intéressante. Je dirais qu'il y a au moins 3 aspects que je voudrais aborder. Les premiers, c'est, vous l'avez très bien dit, c'est cette sensation qu'on ne puisse plus se satisfaire de l'aspect esprit, peut-être logé quelque part en moi, l'aspect corps qui va donc en définir les limites extérieures,
et qui fasse essentiellement le plan de séparation avec tout ce qui est en dehors de moi. Et c'est vrai que par le biais des recherches sur l'espace péripersonnel, mais aussi par le biais des recherches sur les outils, on est amené aujourd'hui, en tout cas plusieurs d'entre nous sont amenés à imaginer, à se dire, cette limitation, cette limite, elle n'est pas si nette que cela. Si on vient à l'espace péripersonnel, par exemple, si on le définit avec des aspects qui lui sont propres, dont je n'ai pas parlé ici tout à l'heure, mais ce n'est pas seulement la vision, mais ce sont les aspects d'intégration multisensorielle qui semblent être les plus importants dans l'espace proche. Et là, il y a des travaux qui ont été menés par Claudio Brozzoli qui ont très bien montré que la perception tactile va varier s'il y a quelque chose de visuel près de la main. Et ça se présente et ça s'avère non seulement lorsque c'est un objet qui s'approche de la main, mais le simple fait de vouloir faire une action. Moi, je disais tout à l'heure, je m'intéresse à comment on saisit un objet. Le simple fait de vouloir planifier l'action pour saisir cet objet, déjà, même avant que l'action démarre, va changer la façon dont l'intégration visuelle et tactile se font pour cet objet. Donc là, on pourrait imaginer qu'en conditions statiques, on a quelque part autour de nous une espèce d'espace péripersonnel qui est relativement limité et que dès qu'on veut mettre notre corps en action parce qu'on planifie quelque chose qui nous amène à interagir avec un objet proche, cet espace s'agrandit. Ce sont des métaphores spatiales. On commence déjà, ils ont été très utiles au démarrage de ces théories dans les années 90. On commence à en voir aussi les limitations, mais je pense qu'effectivement, ce qu'on peut souligner, c'est l'aspect malléabilité. Alors, malléabilité du soi vers l'autrui, il faut aussi quand même qu'il y ait quand même cette distinction. Et l'exemple, la deuxième chose que vous évoquez, c'est l'aspect des outils. On peut, pour ceux qui connaissent, imaginer que par exemple l'illusion de la main en caoutchouc, qui est une illusion qui est induite de prendre possession d'un bout de plastique qui a la forme d'une main, à partir simplement du fait qu'on ne voit plus notre main, elle est touchée, et la main qu'on voit devant nous, qu'elle est en caoutchouc, elle est touchée au même temps. C'est un aspect aussi de synchronie visotactile. On pourrait imaginer qu'on pourrait faire la même chose avec un outil. Et il y a maintes études qui ont montré que ce niveau d'incorporation de l'outil par rapport à la main est plus petit. Mais dès qu'on commence à agir avec cet outil, ce niveau s'agrandit, ça devient plus important. Et on peut se demander, donc, est-ce que c'est le même genre de malléabilité, d'extension qu'on fait de notre corps et de la façon dont notre cerveau représente notre corps et l'espace qui l'entoure, ou est-ce que ce sont différents? Je plaide pour l'idée que ce soit des options différentes, puisque dans un cas, quelque part, c'est encore toujours le soi qui agit vers l'objet lorsqu'on agrandit l'espace autour de nous, alors que quand on incorpore un outil, mais qui est tout de même un objet qui reste en dehors, quelque part, du corps, on ne le ressent pas comme étant une autre partie de notre corps. On voudrait plutôt même pouvoir ne pas souffrir de cet objet qui pourrait être blessé lorsqu'on l'utilise, ne pas ressentir la force qui l'écrase lorsqu'on veut utiliser un outil qui doit être fonctionnel. Et donc, je pense que cette ligne de distinction pourrait être utile pour les différentes typologies d'incorporation. Voilà. Donc, toute une série d'incorporations avec de la modularité. La fourchette, si on la trompe dans du liquide bouillant, ça ne nous inquiète pas plus que ça. Non. Mais quand même, on sent le bout de la fourchette. Donc, il y a de l'intermédiaire. Et dans une des expériences que vous avez faites, bon, si j'ai bien compris, il y a un échange avec autrui aussi, sur des objets. Donc, voilà, disons que cet objet, il vous appartient et je vous le restitue. Alors, et là, il y a des histoires de à qui appartient-il? Tout à fait. Est-ce qu'il devient commun? Comment on se projette l'un et l'autre? Surtout si on se met à l'agir en même temps. Hein. On utilise une brouette à deux ou des choses comme ça. Oui.
on s'aperçoit qu'il y a aussi des phénomènes un peu d'hybridation, des choses comme ça? Il est fort possible. Nous ne sommes pas les seuls dans cette perspective-là. Il y a des études récentes qui ont été menées dans notre laboratoire en collaboration avec Claudio Brozzoli et Ivan Patané. Et notamment pour les aspects, quelles sont les conséquences de planifier une action sur la façon dont on intègre l'information visuelle et tactile pour un objet. On s'est posé la question, mais est-ce que ça relève, ces codages, à nouveau, des propriétés qui sont relativement de bas niveau? Et donc, c'est la forme, même si ce sont des objets simples, ou est-ce qu'il y a un aspect social lorsqu'on est mis face à face et qu'on s'alterne pour prendre possession de ces mêmes objets? Est-ce qu'on met en jeu autre chose du fait d'être ces animaux aussi sociaux que nous le sommes? Et il y a un aspect, une variable sociale et sociétale qui est très importante, très pervasive dans notre vie de tous les jours, c'est effectivement la propriété. L'essence de propriété d'un objet, la propriété privée, si vous voulez. Et donc, ce qu'on a fait dans une expérience, c'est qu'on a dit tout simplement à nos participants qui venaient participer à cette expérience, et on leur a dit, 2 minutes avant de commencer, cet objet, celui-ci est à vous, et celui-ci est à vous. Et ils étaient identiques. La seule chose qui les changeait, c'était une petite bande de couleurs. Dans un cas, c'était jaune, dans un cas, c'était vert. Et on a pu voir que leur comportement, sans rentrer dans le détail, était différent en fonction qu'il allait agir ou qu'il voyait agir les sujets sur son propre objet ou sur celui d'autrui. Donc même des aspects à nouveau qui sembleraient être relativement bas niveau parce que c'est du contrôle sensorimoteur quelque part, en fait ils sont affectés très profondément par le contexte social. Même sur des choses qui sont, voilà, une différence de couleur, c'est le mien, c'est le tien, ou c'est celui de personne. Et ce qu'on s'aperçoit finalement, d'après ce que vous nous dites, c'est qu'il y a le sens de la propriété, c'est à moi. Et puis il y a les histoires d'intégration, c'est intégré à mon schéma corporel, voire à mon corps. Et puis il y a des histoires d'attribution avec autrui et de circulation qui deviennent assez compliquées. Ce qui nous entraîne finalement sur la deuxième partie de ce que vous nous avez présenté. Et la dernière vidéo est extrêmement illustrative, puisqu'au fond, il y a beaucoup de choses qui C'est ce moment où on envoie balader le téléphone portable par terre. Tout le monde le ressent avec une certaine violence, parce que c'est mon objet qu'on est en train de violenter. Donc, c'est un peu quelque part moi-même. D'où, et puis quand on se rapproche, voilà, envahissement de l'espace péripersonnel et sous une modalité menaçante. Et le fait de se retrouver dans l'avatar fait qu'enfin on saisit ce qu'on fait subir aux autres. Ça induit aussi une question, à quel point on s'illusionne sur ce qu'on fait soi-même et à quel point on ne comprend pas ce qui se passe chez les autres quand ils subissent ce qu'on leur fait subir. Ça, c'est la question vraiment dans quelle mesure les personnes arrivent à se mettre dans la perspective autrui. Là, c'est Yves Rossetti qui en parle beaucoup, qui en travaille beaucoup sur ces thématiques. Et c'est vrai qu'à nouveau, il y a des caractérisations qui sont très simples parfois, mais qui nous permettent d'avoir un changement radical, ce qu'on appelle une aha experience, parce que j'ai compris enfin du simple fait d'avoir eu la capacité de se mettre dans les chaussures de l'autre. Alors on appelle le changement de perspective, ou changement de point de vue, ça a des liens avec l'empathie. Mais c'est vrai que ce sont des phénomènes qui ont probablement évolué comme fonction cognitive supérieure sur la base, enfin c'est ce que certains collègues croient, sur la base de certaines règles neurocomputationnelles relativement simples du système sensorimoteur, qui se retrouvent donc à rentrer en résonance. Et effectivement, lorsque on voit ce geste, même sans être en première personne, la personne qui est en train de le subir, on a un vécu émotionnel qui est engagé. Et je peux vous dire, puisque je collabore avec MS Letter, qui m'a fait essayer cette démonstration,
Et j'étais franchement très, très, très secoué émotionnellement. Et une autre chose qu'on peut-être vous avez remarqué, mais ce sont des petites pièces dans lesquelles on le fait. Donc quand vous dites, on vous approche, on vient vers vous et on va envahir votre espace personnel, c'est vrai, et c'est vrai aussi qu'il était difficile d'aller ailleurs, parce que c'était quand même une petite pièce, mais l'instinct aurait été de s'éloigner. Ce qui fait aussi qu'on voit de plus en plus des chercheurs s'intéresser à la relation entre ce qui relève de l'espace péripersonnel et ce qui relève de l'espace interpersonnel, c'est-à-dire comment des aspects, des émotions, d'empathie, d'interaction avec les autres, des capacités de déchiffrer les émotions sur le visage des autres peuvent nous aider ou déterminer en partie la façon dont on régule la distance, qui a été étudiée depuis plusieurs années. Mais maintenant, on l'étudie aussi avec ce nouveau prisme, cette nouvelle perspective. Toujours sur cette deuxième partie, finalement, avec toute cette expérimentation à base d'avatar, où on nous projette dans le corps de quelqu'un d'autre, et puis on le fait d'une façon à peu près crédible, c'est-à-dire que, au fond, les gestes correspondent à nos gestes. Donc, c'est ça ce qui induit vraiment le sens de l'agentivité, si j'ai bien saisi. On s'aperçoit qu'il suffit de très peu de temps pour intégrer beaucoup de choses, finalement. Ce qui me pose des questions sur cette expérimentation grandeur nature que font les jeunes, les moins jeunes, avec les avatars dans les jeux vidéo. Où là, on peut, à la demande, se projeter dans un grand malabar super carré, dans une petite naine, dans une personne à la peau noire, une personne à la peau bleue, une personne à la peau blanche, etc. Et là, on sent aussi qu'il y a un aspect ludique, en expérience, on fait l'expérience d'eux, et tout ça, finalement, ça va laisser des traces en termes de, finalement, quelles sont vraiment les vraies différences entre les uns et les autres. C'est peut-être beaucoup moins ça, et peut-être beaucoup plus des choses sur ce que les gens font, ce qu'ils témoignent, les interactions qu'ils ont. Qu'est-ce que vous en pensez de cette expérience grandeur nature et massive, puisque le jeu vidéo, c'est une des industries les plus florissantes et les plus énormes, d'ailleurs, sur la planète. Absolument. Et ça évoque déjà certaines questions de ce que vous venez de dire. Ça laisse des traces. Alors, ça laisse des traces. Il y a énormément d'études qui essayent d'évaluer depuis des années qu'est-ce que ça veut dire. Ça laisse des traces, par exemple, dans les jeux vidéo. Je ne suis pas du tout un expert, donc je ne pourrais pas me prononcer sur les débats qui est encore bien en cours et bien actifs. Mais il est vrai qu'il y a énormément de points en commun entre la réalité virtuelle et les jeux vidéo, puisqu'il y a cette forme d'avatar. On n'a pas besoin nécessairement de l'immersivité totale avec un visiocasque pour expérimenter le fait de rentrer dans son propre avatar, s'identifier avec, ce qui va, dans les jeux vidéo, aussi donner énormément de perspectives sur la possibilité d'avoir plusieurs avatars, avoir plusieurs identités, vivre plusieurs vies virtuelles. Et cela se lie énormément à l'aspect que la recherche en réalité virtuelle essaye donc justement de s'inspirer de ce qui a déjà été fait pour le jeu vidéo, puisque beaucoup de soucis éthiques qui peuvent émerger, en fait, il existe déjà dans les jeux vidéo. La réalité virtuelle immersive qui permet l'interaction lorsqu'elle est avec la coupure du monde presque totale, a un avantage et, si vous voulez, un inconvénient. L'avantage, c'est ce qu'on appelle le gap device. Le gap device, c'est-à-dire il y a cette gap, cet intervalle, cette distance, cet écart, merci, entre la réalité et la réalité virtuelle qui nous est proposée grâce au fait qu'on doit quand même porter un visiocasque. Déjà, l'acte de mettre ce visiocasque va quelque part nous ouvrir un monde, mais c'est l'emblème quelque part du fait que c'est faux. Et ça va donc donner toujours l'impression que c'est dans une certaine mesure irréel. Et pour autant, ce n'est pas pour ça que les personnes au sein de l'expérience en réalité virtuelle
ne vont pas se comporter comme si c'était réel. Donc la croyance, les degrés d'acceptabilité, d'acceptation de scénario qui est proposé virtuellement, avec la pleine conscience du fait que ça soit faux, va amener des gens qui ne souffrent pas particulièrement de vertige, par exemple, mais qui sont exposés dans une situation où il y a une pièce, et puis cette pièce virtuelle, où ils viennent de voir sans les casques qui était une pièce normale, va être virtualisée et elle devient une pièce avec un gouffre au centre. Et bien la réaction de tout le monde, c'est de s'éloigner, de se mettre sur les bords, d'aller chercher les endroits, alors que ils savent très bien que... Oui. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est la limite et l'avantage, puisqu'on peut exploiter ce niveau de réalisme dans plein d'activités de recherche. Il y en a aussi orientés à la rééducation, bien sûr, en santé. Il y en a qui sont orientés à la récupération motrice. Il y en a qui sont orientés à la rééducation cognitive, à un cas d'AVC. Et il y en a qui s'orientent depuis, je dirais, celles qui ont le plus fait leurs preuves. Ce sont justement les phobies, puisqu'on peut tout à fait amener les personnes à être exposées avec des doses qu'on peut décider nous-mêmes. Donc avec un autocontrôle qui permet de... Avec des procédures qui sont connues en dehors de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle en tant que telle n'est pas une cure, mais c'est un moyen pour rendre certaines pratiques déjà bien validées encore plus utiles et encore plus efficaces, parfois. Et avant d'en venir aux questions que j'imagine qui doivent arriver, est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi avec la façon dont spontanément dans la vie on a finalement des rôles personnels, enfin, le rôle personnel, on endosse sa blouse de professionnel quand on va au travail, on endosse une autre façon, un autre style quand on va boire un coup, ou on est encore dans un autre rôle quand on a vraiment une interaction amoureuse, et là l'espace péripersonnel, on a une attente même d'accueil et des choses comme ça. Donc, est-ce que cette plasticité-là, en fait, c'est pas celle-là qui se trouve vraiment utilisée et magnifiée, expansée encore avec toutes ces projections dans les avatars? D'où cette plasticité aussi qui est très forte. Du fait de cette plasticité qui, à nouveau, est un outil, et je ne sais pas si on est vers la fin de nos interactions, mais que je voudrais effectivement souligner comme il est important de considérer en tant que tel. C'est-à-dire comme tout outil, il y en a les bons usages et des usages qui ne sont pas nécessairement mauvais en soi, mais qui peuvent porter à des dérives ou à des difficultés. L'effet, comme dans les jeux vidéo, de pouvoir vivre des vies multiples avec des avatars multiples, parmi les soucis d'éthique que certains papiers qui sont vraiment focalisés sur ces problèmes mettent déjà en avant pour la réalité virtuelle, mais pas seulement pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée, d'autres types de technologies qui peuvent nous détacher plus ou moins de la réalité réelle, commence à se poser la question en se disant, bien donc, on part du constat que la réalité virtuelle peut faire changer nos émotions, nos comportements, notre physiologie. Alors, est-ce que quand on enlève notre visiocasque, on peut donc subir des changements d'émotions, de physiologie également? Donc, on a la possibilité de se dire, dans un contexte de recherche scientifique, la partie éthique, elle est assez cadrée, parce qu'elle est cadrée par les lois existantes. On a des comités d'éthique qui évaluent et qui considèrent, comme dans toute autre expérimentation, si ce qu'on propose de faire est approprié et si peut recevoir l'approbation. Il faut davantage, je pense, se poser nous-mêmes et des soucis d'éthique pour l'utilisation plus commerciale que peut venir avec la réalité virtuelle. Pas parce qu'elle soit nécessairement négative, mais parce que, comme tout outil très puissant, il faut bien le connaître pour bien le maîtriser. La question de l'usage et du mésusage, et puis aussi des effets insoupçonnés en nous, mais une fois qu'on finit par acquérir des outils et à les maîtriser, finalement on en apprend l'usage aussi. Oui, donc on espère
Voilà, alors je crois qu'il y a On a plein de beaucoup questions de questions apparemment. qui donc, arrivent et c'est très bien. merci pour vos questions. Voilà, donc, Alors, je me mets ici, Oui, enfin, oui. c'est pour qu'on m'entende bien. Je vais lire, donc on va remonter un peu dans votre présentation parce qu'on a eu des questions dès le départ. Donc une de Dominique. Un objet plus près n'est-il pas plus flou? Le flou l'éloigne et où notre cerveau le reformate-t-il pour une image plus compréhensible pour nous? Alors, il est vrai que si il devient cet objet potentiellement plus flou en termes vraiment de visuel, d'optique, seulement à partir du moment où il est tellement près qu'on dépasse les points auxquels on peut mettre à point notre vision et qu'on peut avoir une vision de netteté de cet objet. Dans notre démarche, on a utilisé des objets qui, quand ils étaient prêts, je ne l'ai pas dit, donc merci pour cette question qui me permet aussi de spécifier cela, ils étaient à 50 cm. Donc 50 cm, c'est à peu près cette distance. Et donc à cette distance, on ne risque pas trop d'avoir un élément qui devient plus flou. Ensuite, du fait d'avoir fait les contrastes entre cube et sphère, c'est une forme assez simple qui même s'il était un peu flouté, n'aurait pas dû être problématique. Ce qui reste central, c'est que même lorsque éventuellement peut-être que c'est flou, on a un système d'alerte qui fait que nous sommes particulièrement sensibles à ces objets lorsqu'ils sont présentés très près de nous, peut-être bien aussi plus près que les 50 cm qu'on a utilisés, mais nous n'avons pas encore fait cette expérience. Merci. Justement, parlant de cubes, une question de Vincent. Est-ce que les expérimentations sur les cubes et les sphères ont été faites sur différentes couleurs afin d'éliminer l'influence possible de la couleur sur la capacité d'un individu à déterminer plus ou moins rapidement sa forme? Tout à fait, très bonne question, merci Vincent. On a utilisé 3 couleurs différentes, jaune, bleu, rouge, vert. C'était les couleurs qui apparaissaient effectivement dans les petites vidéos. Donc, dans notre approche, en termes, si vous voulez, plus méthodologiques, on a tenu compte de cela, c'est-à-dire que les analyses, on les a faites en tenant en compte les performances des sujets en fonction de cette couleur. Et comme cela n'apportait pas de différence et qu'elle ne modifiait pas les résultats principaux, on peut affirmer que c'est un résultat qui ne dépend pas d'une couleur particulière. Voilà, c'est une règle de base de l'expérimentation. On essaie de changer qu'une seule chose on essaye et on met de l'aléatoire pour neutraliser ce qui pourrait brouiller. Mais c'est vrai qu'on a une pris bonne en remarque compte 2-3 scientifique. couleurs pour cette expérience, oui. Toujours Vincent, je crois que c'est sur la même partie. Y a-t-il un lien entre cette vitesse de détermination de la forme et la vitesse capacité d'accommodation? Alors, c'est une autre bonne question. Merci Vincent. À partir du moment où dans les visiocasques, alors la réponse simple c'est peut-être. On n'en est pas sûr. Mais effectivement, lorsque on converge sur un display qui est tout près, évidemment les points des mises au point, les points de convergence ne se font pas au même endroit, ne se font pas au même plan. C'est les principes de l'utilisation des visiocasques. Donc, ce qui fait que les aspects de convergence pourraient contribuer. Après, les mouvements de divergence en lui-même, il est relativement lent. On imagine que ça puisse donc contribuer relativement peu au temps de réaction qui était très 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 rapide. Et c'est quelque chose qui est tout à fait à tenir en compte. Pardon. Donc un peu plus loin dans la présentation, Gabriella, est-ce que les participants remarquaient le changement de fréquence de leur voix après que ce changement ait eu lieu, ou est-ce qu'ils niaient complètement? Alors, c'est une autre bonne question. Ce n'est pas mon expérience. Je n'ai pas de souvenir de la lecture de cet article qu'il y ait une sensation consciente. Il faut imaginer que quand je dis on a remarqué que les sujets avaient un ton de voix avec des fréquences plus élevées lorsque ils avaient fait cette expérience, il ne faut pas imaginer une différence énorme. Pour faire ces expériences, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les bandes audio et ils les ont découpées en formantes
Et ils ont pris la formante 0, qui est une formante de référence pour certains décodages de la voix. Et donc, c'est ces paramètres-là qui ont été comparés, ce qui revient à effectivement des variations qui sont minimes. Je n'ai pas de souvenir de sujet qui spontanément ait dit « Ah, il me semble parler de façon différente ». Et je sais encore moins, malheureusement, si jamais sous question aurait nié d'avoir fait ces changements. Pour ce qui est, je pense, du but de votre question, qui est de savoir, mais est-ce que finalement on ne se laisse pas tout simplement influencer? Si ça pourrait être quelque chose de subjectif, comment on est sûr que ce soit un vrai résultat? Alors là, je ne vais pas donner beaucoup de détails, mais c'est vrai qu'il y a des conditions contrôle dans lesquelles tout ce qui se passe, c'est strictement identique, sauf les conditions qui vont générer l'essence d'agentivité et des propriétés du corps de l'avatar qu'on habille. Et dans ces cas-là, il n'y a pas ces effets-là. Ce qui est relativement rassurant et qui permet typiquement aux scientifiques de dire de façon assez raisonnable, on peut attribuer l'effet qu'on a vu à la manipulation qu'on a faite. Alors une autre question de Rémi. Est-ce que la qualité des images virtuelles influence les effets du jeu? Du jeu? Oui. Du jeu ou de... Alors, c'est une autre question intéressante. Je peux peut-être la diviser en deux. Il y a deux aspects, je pense. On va vers ce qu'on appelle le super-réalisme. Ça, c'est normal. Ce n'est pas la réalité virtuelle qui veut ça, c'est la télé, c'est la technologie, c'est la commercialisation d'outils de masse qui vont naturellement vers des outils, des écrans qui sont de plus en plus à haute résolution, avec une poussée technologique énorme vers cela. Donc, en réalité virtuelle, on arrive aujourd'hui à utiliser des résolutions qui sont assez bonnes, mais ça va sans doute s'améliorer. Or, parfois, ce n'est pas tellement l'aspect des précisions et des résolutions visuelles qui est quand même critique. Voir la synchronie temporelle, par exemple, surtout dans les aspects interactifs, et je dirais, elle prime sur la bonté de l'image. Puisque si on a un mouvement que nous exécutons et qu'on voit ce mouvement avec un délai assez important, on n'a pas cette synchronie et du coup ça ne devient vraiment pas crédible. Les aspects congruence spatio-temporelle, pour l'instant, priment sur l'aspect visuel. L'autre pan de votre question, la résolution visuelle, après, il y a certaines études qui tendent à utiliser des avatars qui sont faits sur la personne, sur les participants. C'est-à-dire, on n'habille pas la personne de n'importe quel avatar. On scanne la personne et on fait un instant, un avatar qui rassemble beaucoup à la personne qui doit être les participants. Ça, c'est pour d'autres raisons, d'autres buts. Et typiquement, ça a été utilisé, par exemple, pour essayer de vérifier l'ancien proverbe qu'on est meilleur conseiller d'autrui que de soi-même. Est-ce qu'il y a une expérience qui a montré que si on va parler avec un cabinet d'un psychothérapeute, par exemple, et qu'on y va donc en tant soi-même et qu'on se voit parler au psychothérapeute. À l'occasion, le psychothérapeute était Freud, Sigmund Freud. En réalité virtuelle, on peut le faire. Et le jeu consiste après à se mettre à la place des Freud. Donc on se voit nous-mêmes, donc là l'importance de se reconnaître avec son propre avatar comme étant soi-même. On se voit par les yeux de Freud et on s'écoute. Et on se donne des conseils. Et l'expérience de retour après de ces personnes, c'est d'avoir mieux appréhendé leurs problèmes lorsqu'ils avaient changé des perspectives. Ils n'étaient pas devenus des psychothérapeutes, mais ils avaient changé des perspectives et ils avaient eu la capacité de mieux cerner leurs problématiques. Alors, si je peux ajouter un petit mot sur ce que vous avez, la première partie de votre réponse. Quand on travaille comme un collègue qui s'appelle Nathanaël Charassé sur l'invention sur la mise au point de prothèses avec des commandes nerveuses directes, il faut mieux avoir une prothèse qui soit un peu rustique, mais qui aille vite, qui réagisse vite. Et il dit, au bout d'un dixième de seconde de délai de latence, le geste est inutilisable. Donc, c'est hyper perturbant. Oui. Donc, voilà, dans leur laboratoire,
Ils essayent de trouver, mais l'essentiel, c'est vraiment la continuité du geste et que ce soit fluent, comme disent les anglo-saxons. Tout à fait. On va vers ce qui est, on a tendance à appeler aujourd'hui, il y a des niveaux d'incarnation de la technologie, d'incorporation de la technologie. On peut avoir un niveau qui est dur, qui est hard, et on dit, bah, si on faut faire une prothèse à quelqu'un qui a perdu la main, il faut faire une main avec toutes ses fonctionnalités et lui rendre. Et l'histoire est là pour démontrer que ce n'est pas la bonne voie, c'est extrêmement frustrant et extrêmement difficile de les rendre fonctionnels. Et l'autre approche, c'est l'approche plus soft, d'incarnation soft des dispositifs, et qui dit qu'il vaut mieux sacrifier certaines fonctionnalités, certaines ressemblances même structurelles de la main de la prothèse à l'avantage de la fonction. Voilà. Oui. Une question d'Anaël. Quid de l'utilisation du deep learning et de l'avancée des IA pour accélérer, pour améliorer la recherche dans votre domaine? Alors, je ne suis pas un expert, mais ça, c'est une mouvance, je dirais, assez générale. Dans le contexte de la réalité virtuelle aussi, du fait de pouvoir collecter des données qui sont de plus en plus complexes, pour des durées de temps qui sont de plus en plus longues, auxquelles on peut ajouter énormément d'indices physiologiques, des dynamiques cérébrales, de différents types de neuroimagerie, on peut bien imaginer qu'il y ait des aspects de data mining, de deep learning, des possibilités de faire émerger par une analyse des données brutes des structures, des aspects qui soient plus bottom-up, peuvent apporter beaucoup. Je ne suis pas un expert, mais je pense que c'est une problématique dans le sens positif du terme, parce que ça peut beaucoup apporter à différentes techniques et à différentes thématiques dans notre champ de recherche. Alors tout à l'heure, vous avez fait une petite allusion à la rééducation fonctionnelle. Et voilà une question de Mustapha, je pense, qui est élargie, mais qui est vraiment sur cette question-là. Pensez-vous que cela ouvre des opportunités thérapeutiques telles que dans les rééducations suite à des chirurgies? Alors, la réalité virtuelle est utilisée de plus en plus en tant qu'outil thérapeutique adjuvant. À nouveau, je pense qu'il faut bien imaginer la réalité virtuelle en tant qu'outil à disposition des professionnels de la santé. Ça ne va pas remplacer la compétence d'un kiné, la compétence d'un médecin. Mais c'est un outil qui joint la compétence et joint de façon véritablement additionnelle aux procédés qui ont déjà été établis pour la rééducation motrice, pour la rééducation cognitive, donc suite à AVC, suite à chirurgie, à problème traumatique, peut apporter en plus. Pourquoi? Alors c'est un débat, c'est-à-dire les études sont en train de se concentrer maintenant pour vraiment vérifier tout d'abord, est-ce que ça apporte une véritable plus-value par rapport à des procédés qui sont classiques? Et là, le débat est encore en cours, puisqu'il y a eu des études qui ont montré que oui, d'autres qui ont montré que peut-être, d'autres qui ont montré que non. Ça dépend. Ils ont souvent un nombre de patients qui ont fait partie des études qui est différent, des procédés qui sont différents, des solutions qui sont différentes. C'est là où c'est très difficile de se faire une idée assez nette de quel est le résultat. Mais la démarche, en tout cas, c'est de faire de plus en plus d'études dans lesquelles on ne fait pas réalité virtuelle contre rien. On fait réalité virtuelle, un groupe qui utilise la réalité virtuelle pour faire des techniques de thérapie et de rééducation qui sont déjà prouvées, et contre une situation contrôle ou un groupe contrôle qui fait exactement la même thérapie sans la réalité virtuelle. Et ce qui semble émerger de cette comparaison qui me semblerait plus appropriée, c'est que la réalité virtuelle pourrait apporter un plus, à nouveau non pas parce qu'elle soit une cure en elle-même, mais du fait qu'elle a un aspect ludique, qu'elle a un aspect engageant et qui semble vraiment permettre aux patients de mieux supporter, mieux tolérer l'idée de refaire des gestes qui sont répétitifs plusieurs fois par séance, plusieurs séances par semaine. Ça va rendre la chose plus motivante pour eux. Du coup, dans la même unité de temps,
on a des gestes qui sont mieux exécutés, on a des gestes qui sont plus fréquents, donc un nombre supérieur, et donc un résultat qui est potentiellement un meilleur. Mais c'est encore en cours de réponse définitive, on n'a toujours pas. Ça me fait penser aussi à ce qu'on appelle la thérapie miroir dans les gens qui ont été amputés et qui ont une douleur du membre fantôme. Donc ils ont été amputés, ils n'ont plus ce bras-là, mais ils ont mal à ce bras-là. Souvent suite à quelque chose qui a été traumatique dans la perte du membre. Et donc pour essayer de se réapproprier ce membre et de faire qu'il soit moins douloureux, on utilise des thérapies miroirs pendant de faire le même geste avec les deux bras. Puis vous avez un miroir ou une caméra vidéo, etc., qui vous renvoie l'image de vos deux bras que vous agissez vous-même. Alors ça marche plus ou moins, paraît-il, mais chez certaines personnes, ça a un effet. Je pense que c'est le problème de certaines approches, je dirais, cognitivo-comportementales. Ça marche chez certains, ça marche moins bien, voire pas chez certains d'autres. Et donc, au bout d'un moment, on a une littérature qui s'enrichit d'évidences en faveur et d'évidences contraires. Ça devient difficile de faire la part des choses. Et donc, l'intérêt, c'est plutôt de commencer à s'interroger, à identifier si c'est vrai que pour certains, ça marche, pour quelles raisons? Et qu'est-ce qui les différencie éventuellement par rapport à ceux pour lesquels ça ne marche pas? Et ça pourrait devenir un outil d'élection des prises en charge en ayant un diagnostic préalable qui dit pour ce cas de figure-là particulier, il y a plus de chances que ça marche. Mais on n'en est pas encore. Alors on va sauter à toute autre chose. Et là, je ne suis pas sûr que quelqu'un ait la réponse scientifique, en tout cas. Une question de Sophie. Est-ce que vous pensez qu'un jeu vidéo en réalité virtuelle contenant de la violence pourrait impacter de façon négative les joueurs du fait qu'ils peuvent incarner des personnages violents? Alors, c'est c'est presque l'inverse de la dernière chose que vous... On ne subit pas, c'est nous qui faisons la violence, c'est un phénomène d'habituation. C'est une énorme question. C'est une énorme question. C'est une question d'une importance énorme qui a déjà été posée comme question, mais je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, sur les jeux vidéo. Là aussi, il y a des résultats qui semblent être débattus. C'est-à-dire que même si, d'après les survols que j'avais fait de cette littérature il y a quelque temps, il semblerait que finalement, il y a peut-être un consensus pour dire qu'il n'y a pas d'effet si négatif que ça. Mais je ne veux pas donner ça comme de l'or coulé. Je pense que le débat est encore ouvert. La question réouvre davantage votre question, ce débat, parce que dans la réalité virtuelle, on est dans des conditions souvent d'immersivité complète. Donc, on s'identifie davantage potentiellement avec notre avatar. Et là, ça revient à la question d'éthique qui est pour moi fondamentale. La première à laquelle il faut se poser, c'est est-ce qu'on a conscience, est-ce qu'on s'est suffisamment répondu à la question de connaître la responsabilité qu'on a lorsqu'on agit par les biais d'un avatar. Lorsqu'on agit par les biais d'un avatar, du fait que c'est virtuel, du fait que c'est faux, on pourrait se dire « je peux faire n'importe quoi ». Je ne pense pas. Indépendamment des conséquences que cela pourrait avoir, il y en a déjà qui anticipent des scénarios, c'est violent, donc après on s'habitue à la violence, donc après on quitte les casques, mais on est violent avec les autres parce qu'on vient d'être violent. Ce n'est pas aussi simple, je pense. Je ne suis pas une spécialiste, je tiens à le spécifier. Mais je crois que c'est une véritable question qu'il faut se poser et qui mérite essentiellement d'être testée par des démarches expérimentales. Parce qu'à la base, je ne pense pas que, à nouveau, nos recherches sont encadrées par l'éthique qui est l'éthique française avec les comités de protection des personnes. Mais en dehors de l'activité de recherche, l'utilisation de la réalité virtuelle devrait se poser la question de qu'est-ce que je fais vivre comme activité possible aux personnes que je vais mettre dans une identité autrui. Déjà, le fait d'avoir une identité autrui, on pourrait y dire c'est pas moi le responsable. Il y a déjà des études qui vont dans cette direction et qui sont très célèbres, même sans réalité virtuelle, et qui montrent bien, par exemple, dans les célèbres dilemmes
pas du prisonnier, mais d'un trolley qui serait en train d'aller vers la possibilité de tuer quelqu'un. Et si on agit sur un levier pour éjecter quelqu'un d'un pont qui bloquerait les trolley et sauverait les personnes, on est plus à même de le faire que s'il faut nous-mêmes le pousser, cette personne, sous le pont pour aller bloquer les trolley qui bougent. De fait d'avoir un vécu qui est médié par quelqu'un d'autre à distance, comme c'est le cas dans la réalité virtuelle, je pense que vraiment c'est pour poser la question de quelle est ma conscience de la responsabilité que je dois avoir des actions que je fais en réalité virtuelle. Et en fait, plus largement, c'est aussi une question qu'on se pose sur le jeu et la façon... Quel est l'impact de la projection de soi, un peu positive ou négative, avec la réflexivité, éventuellement, des choses comme ça? Quand on joue avec une poupée Barbie, quand on joue avec son nounours et qu'on lui tape dessus, et qu'on fait un scénario où le nounours c'est le papa, la maman, le frère qui est méchant, etc. Et finalement, bon, et ça fait partie d'ailleurs des outils psychothérapeutiques on accepte qui peuvent être intéressants avec les enfants et des choses comme ça. Et donc ça a un effet, mais ça a plein d'effets possibles aussi. Donc là encore, usage, bon usage, mésusage. On a un niveau d'acceptabilité dans la vie réelle qui a des enfants, on accepte qu'il y a un certain degré de violence sur ces doudous ou dans d'autres situations. Donc il est très difficile de se dire. Mais là, dans la vie réelle, on se pose cette question. Et si la violence, on estime, elle excède les limites que la personne a décidé qui sont les siens, va intervenir auprès de ses enfants. Et donc, bon, ça, on ne peut pas faire du cas par cas dans la réalité virtuelle. Donc, je pense que c'est vraiment une question générale de l'industrie du jeu vidéo, de la réalité virtuelle, de l'entertainment qui utilise ces outils pour se donner un code de conduite et faire en sorte de respecter ces codes. Alors, une question aussi de Baptiste, une question de précision pour mieux comprendre. Quand vous parlez de biais ratio réduits, vous pouvez préciser lesquels ou lequel? Je n'ai pas compris. Oui, je n'ai parlé effectivement sans donner la spécification de ce que c'est. En fait, les biais, il y en a plein. Il y a les biais ratios. Donc, un biais, c'est une tendance naturelle, pas explicite, pas explicitée, et qu'on peut déceler seulement par les biais de tests comportementaux, par exemple. Donc, si on se met devant un ordinateur, on nous dit d'être le plus rapidement possible, décider si une chose va à droite, une chose va à gauche, on nous présente des choses blanches, des choses noires, et on fait une tâche d'association blanche-noire, et on nous montre des choses qui ont un caractère sémantiquement négatif ou positif, ou qui l'ont de façon seulement implicite. On va établir notre niveau d'attitude à faire des associations rapides qui relèvent de ce qui a été identifié comme les concepts de biais raciste implicite, c'est-à-dire d'associer mauvais à noir, par exemple, et bon à blanc. Il y a un ratio qui est calculé à ce moment-là et on peut établir ce score essentiellement. Et c'est ce score-là qui change par le biais de ces expériences dont je vous ai montré. Mais les biais, ils ne sont pas seulement des biais ratios, des biais implicites. On a malheureusement beaucoup de biais. On a des biais dans ce sens-là avec une connotation négative. Donc on a des biais envers les personnes âgées. On a des biais envers les personnes handicapées. On a des biais vers les femmes. Et donc tous ces biais existent et il y a une énorme littérature qui s'occupe d'identifier ce biais. Et il y a une littérature croissante qui s'intéresse à comment faire en sorte que ça ne soit pas produit, ce biais. Parce que ça semble être quand même essentiellement une question de culture. Et puis, historiquement, on a d'énormes changements. Enfin, quand on regarde les études sérieuses de sociologie, on voit d'ailleurs que ces biais ont globalement tendance à se réduire, alors que médiatiquement, ils sont de plus en plus envahissants depuis 10 ans. Donc, des effets de fond qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense parce que notre perception est un peu biaisée. Puis historiquement, c'est énorme ces changements. Une question. La réalité virtuelle pourra-t-elle devenir un soin palliatif
pour les personnes atteintes de maladies lourdes afin de les soulager psychologiquement. Et c'est une question qui me rappelle d'ailleurs une des séquences du film Soleil Vert. C'est la fameuse séquence de l'euthanasie du collègue âgé du personnage principal. Donc, Oui. Alors, en fait, à nouveau, ce n'est pas du tout mon domaine. Il y a beaucoup de domaines qui utilisent la réalité virtuelle, mais il y a l'utilisation de la réalité virtuelle appliquée aussi à la réduction de la douleur. Ça s'est montré notamment très efficace dans des cas très spécifiques de douleurs de grands brûlés, par exemple, des personnes qui ont des brûlures sur une grande étendue de leur corps et qui doivent subir typiquement des médications tout le jour pendant très longtemps. Ces médications sont extrêmement douloureuses. Typiquement, pour pouvoir tolérer la médication, il faut être sous morphine, sous opiacés. Et il y a plusieurs études, donc je pense que ça commence à être vraiment un résultat qui est robuste, qui montre qu'il y a un effet de distraction, si vous voulez, c'est en tout cas comment je l'interprète moi personnellement, du fait d'immerger les personnes qui sont des grands brûlés qui doivent subir ces médications avec des systèmes de réalité virtuelle immersifs qui leur permettent de supporter les médications et qui ont l'air d'être vraiment très efficaces au point de pouvoir renoncer à l'injection d'opiacés pour pouvoir faire la médication. Il y a d'autres domaines. En fait, il y a déjà des boîtes, il y a déjà des entreprises qui s'occupent, par exemple, du bien-être des personnes âgées lorsqu'elles sont à un EHPAD ou dans des centres d'assistance et qui ont peu de possibilités d'expérimenter des choses qui pourraient être positives et qui leur proposent des expériences par le biais de cette réalité virtuelle. Et donc, oui, il est tout à fait possible que ce genre de choses se mettent en place de plus en plus. Après, pour moi, il y a vraiment un besoin de ne pas se faire dévancer par l'offre technologique, l'offre de l'entreprise. Je suis essentiellement un expérimentaliste, un chercheur, et j'ai besoin de voir que les choses marchent lorsqu'elles sont testées dans un contexte d'expérience. Et dans ces cas-là, il y aura une validation. Souvent, comme c'est la technologie de nos téléphones, smartphones, on a des apps qui sont super sympathiques et qui marchent plus ou moins. Là, certaines choses, ce n'est pas possible de les faire marcher plus ou moins. Il faut que ça marche. voilà, je vois donc nos collègues. Et on peut d'ailleurs remercier toute l'équipe d'ICAP, quand même, qui a réussi à faire fonctionner bien cette séance et l'équipe de la bibliothèque universitaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Merci à vous, merci pour les questions aussi qui ont été vraiment très intéressantes, très inspirantes. Et donc juste pour vous dire que vous pourrez retrouver, si certains ont été obligés de quitter la conférence en cours, donc en fait elle va être publiée sur la chaîne YouTube de l'université et donc vous pourrez la revoir et revenir sur certains points peut-être que vous avez vu un peu rapidement. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je crois que c'était vraiment passionnant et voilà. Et on a eu énormément de questions, donc on n'a pas pu répondre à toutes, mais c'est la conséquence du succès. Très bien. Merci. C'est bien d'avoir un petit peu de frustration. Les gens vont redemander. Je pense que vous allez avoir d'autres événements programmés. Voilà. Tout à fait. Il y aura une autre conférence débat la semaine prochaine, donc qui va être toujours sur le virtuel, donc à la même heure, un petit peu avant. Donc ça va débuter à 12h15. Donc donc vous pourrez vous reconnecter à nouveau pour suivre cette autre conférence. Merci à vous tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.